toutes et à tous. Merci de m'avoir invité et donner ainsi l'opportunité de réfléchir avec vous sur les côtés obscurs de la force de travail et de la révolution numérique. Tout d'abord, je voudrais avancer une remarque critique sur les discours que l'on tient habituellement sur le travail. Nous sommes confrontés à une fausse alternative. L'alternative entre, d'une part, la pensée de la fin du travail, depuis les travaux de Jeremy Rifkin par exemple, et d'autre part, une pensée qui voit encore le travail salarial comme le socle des revendications sociales, position qui a été dans le passé dans Robert Castel s'opposant à André Gorz par exemple. Ces deux positions, me semble-t-il, partagent certains présupposés. L'idée, par exemple, que les processus de valorisation, qu'ils soient financiers ou axés sur des fonds d'automatisation, passent en dehors non seulement de la production, mais du travail humain lui-même. Dans des conditions où le travail salarié ne semble plus être le vecteur principal des processus de la valorisation capitaliste, l'emploi se montre de plus en plus incapable de subvenir aux besoins élémentaires de survie et de reconnaissance sociale des individus. Il ne serait donc plus représenté la valeur, pour ainsi dire, morale. Mais d'autre part, on oppose à ces constats non seulement le fait que les salariats, et plus spécifiquement le travail encadré par les contrats à temps indéterminé, restent largement la forme dominante en Europe et conquérante au niveau mondial. Mais aussi, l'on estime que le travail contractualisé reste la base essentielle de l'accès aux droits sociaux et par là même la forme principale des revendications sociales. Le salariat n'est pas une invention patronale, mais un rapport de force que la classe ouvrière a pu constituer historiquement avec et contre les forces de capital, et que justement, en vertu de son histoire, l'on devrait opposer encore aujourd'hui à l'avancée du néolibéralisme. Dans les deux cas, les constats s'appuient sur des statistiques et dans les deux cas, il aboutit à l'affirmation de la nature instrumentale du travail lui-même, au sens que le travail est toujours compris comme la condition pour la réalisation d'une finalité qui lui reste extérieure, la création de la valeur économique ou obtention des droits sociaux. La philosophie de la force de travail que je théorise refuse et dépasse cette fausse alternative. Je propose une philosophie non pas du travail, mais de la force de travail. Je propose aussi une réappropriation par les travailleurs de cette force de travail pour une refonte des termes de l'ancien conflit qui oppose non pas le travail au capital, mais je dirais plutôt la personnalité vivante du travailleur et de la travailleuse au capital dans sa nouvelle forme financiarisée typique de notre âge néolibéral. Qu'est-ce que c'est la force de travail donc? La force de travail est plusieurs choses. D'abord, c'est la marchandise la plus précieuse pour le capital lui-même. Et précisément pour cette raison, le capitalisme s'attache depuis toujours à l'invisibiliser, notamment sous la forme d'un rapport objectivé, quantitatif et abstrait entre marchandises. Réduire le travail à un facteur de la production, c'est-à-dire le premier mouvement classique de l'économie politique qui transforme la force de travail en main-d'œuvre, a eu comme effet recherché précisément de cacher sous la forme contractuelle et librement consentie la conflictualité du rapport de pouvoir entre employeur et employé. Chez Marx, les concepts de force de travail expriment ces conflits sous la forme de la séparation. Le travailleur est séparé de moyens de production, mais il possède sa seule force de travail. Les capitalistes, d'autre part, possèdent les moyens de production, mais pas la force de travail, qu'il est donc
obligés d'acheter sous forme de marchandises, c'est-à-dire de main-d'œuvre, pour obtenir une valeur plus grande que la valeur du salaire. Autrement dit, cette conflictualité politique est fondée sur un régime de la séparation de la vie du sujet, qui est d'effet réduite à sa reproduction en tant que main-d'œuvre, et sa force de travail, qui est la faculté de la personnalité vivante du sujet qui produit toutes les valeurs d'usage de la vie et des marchandises qu'elle produit en tant que main-d'œuvre. Cette lecture revisite cette séparation entre la force de travail et la main-d'œuvre comme une séparation de la puissance de l'acte. L'opération économique du capital est donc une opération ontologique qui fait apparaître la force de travail elle-même comme une instance objectivée intermédiaire entre la puissance et l'acte que le capitaliste peut acheter, transformer, diriger selon ses objectifs. Deuxièmement, la force de travail est l'écart entre ce que l'on pourrait appeler la subjectivité du travailleur, entendu comme temps de la vie que j'appelle la personnalité vivante, et l'objectivation de celle-ci sous la forme de la marchandise destinée à reproduire cette force et qui pour les capitalistes représente la mesure du salaire. La philosophie de la force de travail vise à la libération de cette puissance de la prise du capital dans un effort de la vie elle-même pour s'autodéterminer. C'est pourquoi cette libération de la force de travail est une libération par rapport au travail dans sa forme capitaliste. La force de travail est cette puissance, source vivante de la valeur, qui se nie pour s'affirmer. Elle nie ce qu'elle est, l'être propriété d'autrui, de capitaliste, pour affirmer ce qu'elle devient au moyen d'un usage différent de son existence. Cette libération est une auto-activation entendue comme un usage de sa propre vie par elle-même. Cette auto-activation est éthique et politique et n'a chance d'aboutir si elle reste sous une forme individuelle. C'est bien dans ce sens que la pensée de Marx n'est pas une pensée du travail contre le capital, mais de la force de travail comme antagoniste au capital. Prolonger donc la pensée de Marx au lieu d'en faire les simples commentaires signifie de fait comprendre où se niche aujourd'hui cette force de travail. En troisième lieu, plus matérialiste ou immanentiste si vous voulez, la force de travail est la chair, les nerfs, tout ce qui est corporel, y compris à niveau des pulsions. C'est le travail vivant que le capitalisme essaie toujours de réduire à des forces abstraites, à marchandises ou encore à salaire comme mesure abstraite de la force de travail. Une philosophie de la force de travail, en revanche, part précisément de la personnalité vivante du travailleur pour reconnaître à la fois son caractère de puissance en acte, son caractère subjectif et multiple en même temps, pour traquer les formes de son abstraction. Voilà la définition finale. La force de travail est une puissance qui excède continuellement sa réduction en marchandise, mesurable encore par la valeur de la marchandise. La force de travail est une contradiction en acte. D'un côté, la faculté de la personnalité vivante d'un sujet qui produit toutes les valeurs d'usage de la vie et pas seulement des marchandises. De l'autre côté, elle est une main-d'œuvre qu'on vend sur les marchés. Il faut donc choisir le point de vue sur la contradiction en acte. Je choisis le point de vue de la force de travail, évidemment. Si une marchandise existe, alors il y a quelqu'un qui la produit. Quelqu'un produit quelque chose
parce qu'il a la faculté de produire et de vendre sa capacité à quelqu'un d'autre. Ce dernier ne pourrait pas réaliser un profit sans un autre sujet qui, par nécessité, accepte de travailler et de vendre sa main-d'œuvre. C'est pourquoi on dit généralement que sans la force de travail, il n'y a pas de capital. Dans la contradiction, il y a d'abord la force de travail et après le capital. La philosophie de la force de travail s'oppose à une philosophie du travail qui, depuis Hegel, par exemple, conçoit le travail comme une sorte de réalisation de l'essence humaine, en faisant ainsi la cause et l'effet d'un processus qui confond l'aliénation et la libération. De la même façon que la force de travail est assujettie dans l'âge capitaliste à des fins de production de marchandises, la nouvelle métaphysique du travail interprète la force de travail comme la production d'un travail qui est en soi une marchandise, pas la manifestation d'un être humain libéré. Autrement dit, c'est encore dans un rapport purement instrumental que l'on conçoit le travail aujourd'hui, alors que la force de travail se définit comme irréductibilité de l'activité humaine à la finalité purement instrumentale, au sens économique ou abstraitement humaniste du travail lui-même. La force de travail, donc, est l'objet de l'exploitation, mais elle est aussi le sujet d'une libération possible. Comme Antonin Artaud pour le théâtre ou Freud avec l'inconsciente, elle possède un double. Nous tous possédons un double. La force de travail ne peut pas être réduite à la main-d'œuvre et donc au travail qui est le produit du capital. Encore moins ne peut-elle renvoyer à son contraire le capital. La force de travail n'est jamais la propriété du capitaliste. Si c'était le cas, nous serions tous des esclaves. La force de travail s'oppose au travail et au capital, en cela qu'elle appartient à tous et à personne. Elle est singulière et universelle. Enfin, la force de travail, en tant que faculté de produire toutes les valeurs d'usage, est une puissance qui dépasse le travail aliéné et exprime la possibilité d'une vie au-delà de la rationalité capitaliste, mais aussi au-dedans du rapport avec le capital. Ce sont trois les mythes complémentaires qui émergent sous la scène de la philosophie de la force de travail aujourd'hui. Les mythes de l'automatisation, les mythes de l'entreprise de soi et celui de la disparition du travail. D'abord, le mythe de l'automation intégrale du travail est un mythe de la disparition, voire de l'inutilité de la force de travail. Ce mythe se compose d'un discours sur l'angoisse technologique présentant un travail humain de plus en plus impacté par l'essor du machinisme et aboutissant à un avenir complètement déshumanisé. On le retrouve par exemple dans les livres très classiques désormais, Race Against the Machine de Eric Brianson et Andrew McAfee, qui soutient que le travail humain est en train de perdre la compétition, la race, avec la machine, car les avancées technologiques sont tellement rapides qu'ils ne laissent pas aux humains le temps de développer de nouvelles compétences non automatisables. On retrouve le même discours dans le célèbre rapport de Carl Frey et Michael Osmond, The Future of Employment, le futur des emplois, qui montre déjà en 2013 que au moins le 50% des emplois actuels seront automatisables dans les prochaines 20 années. Seraient menacés par l'automatisation non seulement les métiers intermédiaires, mais aussi des emplois à haute qualification, par exemple la rédaction des rapports dans les cabinets d'affaires, les diagnostics médicaux, les contrôles de gestion
ou encore un certain nombre de tâches managériales complexes. L'argument est un déjà vu. On le retrouve dans un chapitre sur les machines de principe de l'économie et politique de l'impôt de David Ricardo, par exemple, comme dans le petit essai publié par John Maynard Keynes en 1930, Perspective économique pour nos petits-enfants. La technologie apparaît comme un destin délié de l'humain, comme une force de transformation du monde indépendante de celle-ci. Sur la base de ces présupposés, d'une part, on projette une angoisse contemporaine sur un passé anachronique. De l'autre part, on projette sur le futur une sorte de prophétie fondée sur l'anticipation des besoins de production dont on ne sait pas s'ils sont fondés. Ces mêmes prédictions dystopiques sur la disparition du travail sont réapparues aujourd'hui dans les capitalismes de plateforme. Plus que brûler des emplois, les plateformes numériques ont déplacé les travails des formes de self-employment, micro-travail, auto-entreprise, qui se caractérisent par un moindre lien de dépendance juridique, les plus souvent compensés par une plus forte dépendance économique. Nous assistons ainsi à une dégradation du travail manifestée par la moindre rémunération du travail des classes moyennes et la prolifération de travail précaire. Le grand remplacement de l'humain par la machine est donc en réalité un cocktail d'innovation technologique augmentant la productivité capitaliste, augmentation de la part de capital dans la production et dégradation de la rétribution, des emplois qualifiés et des protections syndicales en général. Je passe à les mythes de l'entreprise de soi. Le mythe de l'entreprise de soi est l'achèvement de celui de la disparition du travail. Si le travail est fini, alors l'entreprise est partout. Le sujet est invité à s'identifier non pas au travailleur, mais à l'entrepreneur. Il est l'auto-entrepreneur de soi-même. Sa vie est l'entreprise qui réalise l'essence humaine. Ce auto-entrepreneur se conçoit comme un rentier de son propre portefeuille de compétences, le manager de soi qui conçoit sa vie comme un ensemble d'expériences à gérer, comme un ensemble de performances mesurables et auto-évaluables. Il est le start-upper de soi qui assume sur soi les risques de l'invention et de la réinvention permanente de soi-même. Il est le protagoniste de la sharing economy, l'économie de la condivision, pour qui tout le capital immobilier, social, culturel, et finalement chaque expérience via les réseaux sociaux, par exemple, doit être mise à profit, investie, rentabilisée. Ce sont toutes des figures qui renversent le paradigme libéral qui considère les travailleurs comme l'objet d'une demande et d'une offre sur les marchés du travail. Le moralisme néolibéral découvre et exalte, au contraire, la subjectivité du travailleur. Il demande l'implication active du sujet dans sa propre aliénation. L'auto-entrepreneur adhère volontairement à un parcours qui se présente comme émancipant tout en créant une nouvelle subordination. C'est ça le centre de théorie du capital humain. La morale de ce capital humain est la piège parfait pour la force de travail à l'âge néolibéral, car elle ne tombe pas seulement à son invisibilisation, elle vise quelque part la perversion quantifiée de la subjectivité entendue comme personnalité vivante du travailleur.
Ce mythe de l'entreprise de soi reproduit l'illusion de la maîtrise intégrale de sa vie par les sujets néomanagériels. C'est une mythe qui renvoie, encore une fois, la puissance de la force de travail à l'individualité propriétaire et à une conception de la liberté entendue comme choix individuel souverain. Une attitude critique inspirée par une philosophie de la force de travail nous dit en revanche que cette figure patrimoniale de la subjectivité est seulement une incarnation possible d'une force de travail qui, depuis toujours, excède et relativise la figure de l'individu propriétaire, précisément parce que cette force ne se possède pas. On ne peut pas laisser la subjectivité de la force de travail à l'individu. La philosophie de la force de travail ne cherche ni à construire une maîtrise de soi sur soi, ni à revenir vers le passé révolu de la révolte individuelle, mais plutôt doit permettre à chacun d'entre nous d'entrer en contact avec ce qui déstabilise le sujet néolibéral que nous tous nous sommes. L'inconnu, l'infondé, l'excédent. Dans ce sens, les instruments de la subjectivité néolibérale doivent être mis au service de notre fin, non plus l'usage de la force de travail comme vecteur de la production capitaliste humaine, mais l'usage de soi-même comme moyen pour les autres, en vue de la création d'une institution commune au nom de l'utilité réciproque. Voilà le troisième mythe, celui de l'invisibilisation de la force de travail. Le mythe de la disparition du travail est en réalité une invisibilisation de la force de travail. La force de travail est le cœur de la révolution numérique, mais elle est soumise à un procès d'invisibilisation. Derrière chaque plateforme numérique est cachée une armée de travailleurs du clic, invisibles, délocalisés, précarisés. Mais le mythe de la disparition du travail est tellement puissant que ces travailleurs croient eux-mêmes d'être invisibles. Ils ne le sont pas, mais ils sont considérés comme des services humains. C'est la définition officielle d'Amazon et de Uber, par exemple, et pas comme une force de travail. Ils sont des soldats. Ces soldats du capitalisme des plateformes se trouvent dans une contradiction. Ils sont nécessaires pour l'apprentissage de la machine, le machine learning, et pour l'intelligence artificielle, mais leur travail de collection sur Internet, les réseaux sociaux, des informations disponibles pour déterminer les préférences du client, n'est pas considéré comme un travail. Les travailleurs restent les appendices organiques des algorithmes. Le cas le plus célèbre est celui de Amazon Mechanical Turk. Amazon a baptisé cette plateforme de micro-travail en référence à cet automate légendaire jouet d'échecs costumé en turc qui cachait au fond de sa structure les nains maîtres dans l'art du jeu. Les Turkers, qui est l'abréviation de Turk et Worker, Turkers, sont des travailleurs de clic qui se voient proposer par la plateforme des micro-tâches micro-payées comme les annotations de vidéos ou les retranscriptions des documents scannés. Celle du nain à l'intérieur de la marionnette est une métaphore extraordinaire de la force de travail contemporaine. La force de travail est le nain qui guide les grands jeux de capitalisme des plateformes avec son intelligence et ses doigts. S'il y a un remplacement à l'œuvre, a expliqué Antonio Casilli dans ce livre récemment publié En attendant les robots, c'est celui du travail de main par le travail de doigts. Le digital labor, c'est qu'en français on dit le travail numérique, est un travail de doigts, digitus en latin.
Ça veut dire que toutes les machines qui fonctionnent par l'intelligence artificielle possèdent toujours une composante de travail humain qui est cachée, qui est invisibilisée. L'invisibilisation de la force de travail effectuée par les plateformes est le résultat d'une vieille œuvre du capitalisme. Prétendre de se passer de la force de travail et penser que les marchandises se produisent par elles-mêmes. Pour cette raison, le capitalisme de plateforme réduit à l'invisibilité le travail nécessaire à produire les données dont il extrait ses profits incalculables. L'exemple de Facebook est bien connu. Nous travaillons toujours pour Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, et nous ne le réalisons pas. Le travail est invisible parce qu'il a été transformé dans un jeu, gamification en anglais. On sait que quand on joue, on ne travaille pas. Et que quand on travaille, on ne joue pas. Le capitalisme de plateforme détruit ces distinctions et transforme les jeux et le travail en ce qu'on appelle les game bourgs. Game plus labor, c'est-à-dire en français le travail-jeu et le jeu-travail. L'activité du jeu-travail n'est pas rémunérée parce qu'elle est un jeu, mais elle est aussi un travail qui produit les profits immenses de Facebook. D'un point de vue marxiste, qui est le mien, on peut dire que le jeu-travail est le plus travail absolu, c'est-à-dire un travail invisible, non rémunéré et exproprié. Le travail n'est pas fini, évidemment. Le concept de travail s'est transformé et élargi. Il a intégré son contraire, le jeu. Cette situation confirme la centralité de la force de travail dans un processus continu d'exploitation et d'extraction de richesses communes que nous tous produisons. La nouvelle économie du travail invisibilisé a été définie gig economy en anglais. Dans cette économie, les gig work, les digital labor, le travail du doigt, c'est à entraîner et à éduquer la machine. Le gig work est un micro-travail hyper standardisé. L'activité laborieuse se retrouve éclatée, parcellisée, est effectuée par une masse d'ouvrières, de freelance ou de main-d'œuvre non spécialisée. Le gig work est le travail fourni pour s'authentifier ou récupérer les mots de passe sur Google, par exemple, pour numériser des textes ou pour améliorer Google Street View, pour apparier des images ou taguer des contenus et permettre de faire de la reconnaissance faciale. Le gig work est effectué par des travailleurs full, ce qu'en anglais on nomme crowd workers. En anglais, encore, le mot gig signifie performance, spectacle, petit boulot ou corvée, travail à corvée. Le passage du travail au gig, la racine linguistique est différente de celle grecque latin, qui est basée sur ponos ou labor. Gig ne signifie pas produire, fatiguer, souffrir. Gig est une performance existentielle, individuelle et spectaculaire. Le capitalisme de plateforme interprète le gig work comme une performance au-delà de la relation de travail. Le gig work est aussi considéré comme une collaboration, une activité indépendante, un passe-temps. Mais si le travail est une performance, il est quand même basé sur l'utilisation du temps nécessaire pour accomplir des fins imposées par un employeur. Le gig work est un travail parce qu'il est une activité continue dans la durée de sa exécution.
Le gig work est enfin un travail discontinu parce que le sujet peut choisir le temps de son emploi. Les luttes des livreurs de Deliveroo, des gig workers dans la plateforme, les travailleurs du clic dans la plateforme Amazon Mechanical Turk, des chauffeurs de Uber, ont révélé que le gig work aussi est un travail. Ces travailleurs de la performance et du clic ont démontré que sans la force de travail de livreur, Deliveroo ne livrera jamais la nourriture à domicile. C'est grâce à les livreurs de Deliveroo, aux chauffeurs de Uber, que nous avons compris que le capitalisme de plateforme exploite les employés en les traitant comme des auto-entrepreneurs. Et nous avons compris aussi que la force de travail ne peut pas être pilotée comme un drone. Il s'agit d'un progrès politiquement très important, à mon avis. La force de travail existe et occupe une position centrale sur les plateformes. Ce progrès est aussi la négation de la thèse de l'idéologie de l'automation digitale totale qui alimente les mythes selon lesquels les machines vont remplacer les humains. C'est faux. Les machines ont besoin de plus en plus de coopération avec les êtres humains pour devenir plus intelligentes. La puissance des plateformes est énorme parce que la coopération productive entre les êtres humains, la force de travail et les algorithmes est immensément plus riche. Mon travail philosophique est le produit de lutte des travailleurs du numérique, les travailleurs de la performance et du clic, qui ont éclairé les limites du capitalisme de plateforme et ont éclairé son côté obscur. Ils ont enfin rendu visible l'existence d'un nouveau champ de bataille. Il faut donc individuer de nouvelles formes juridiques, technologiques et sociales pour protéger et pailler la force de travail dans la révolution numérique. Il faut aussi rémunérer les activités qui sont invisibles dans les périmètres du travail salarié à travers un revenu universel de base étant conditionnel. Ces revenus peut être financé aussi par le capitalisme des plateformes. Les problèmes de nos sociétés est la production et la redistribution des ressources dans une économie qui produit plus de valeur et de richesses qu'avant. Les revenus de base peuvent rendre visibles les côtés obscurs de la révolution numérique et assurer les droits d'existence des êtres humains au-delà du travail, de la nationalité, des rôles sociaux et des rôles productifs. Les détracteurs de revenus de base insistent sur le fait qu'ils méconnaissent la valeur du travail comme intégrateur social et ils privent la classe de travailleurs des revendications autour du salaire qui ont permis historiquement de fonder sa force de négociation. Je ne suis pas du tout d'accord. Les revenus de base affirment le droit fondamental de la force de travail d'exister au-delà du travail précaire. Les revenus de base renforcent la capacité de négociation des travailleurs qui ont un emploi et de ceux qui sont sans emploi. Idéalement, les revenus de base n'excluent pas le travail, mais libèrent la personne du chantage du travail et de l'obligation de vendre sa main-d'œuvre pour survivre. Pour conclure, il faut faire une remarque sur notre débat périodique. Il y a une différence fondamentale entre la revendication du revenu universel et
inconditionnel à partir d'une philosophie de la force de travail et le revenu universel néolibéral. Alors que pour les néolibéraux, les revenus de base est un instrument éducatif qui vise à l'individualisation et à la parcellisation de la force de travail, cette même force de travail peut-on faire un instrument de revendication de sa puissance à un moment historique où les signifiants travail, au lieu de disparaître, a envahi toutes les sphères de l'existence humaine. Le revenu universel est inconditionnel et le droit fondamental à l'existence de tous et de toutes. Il y a aussi un débat sur la façon dont les revenus de base peuvent être financés. Il pourrait être atteint par l'agrégation de différents revenus existants, par un système fiscal très progressive, capable de taxer aussi tous les capitalistes plateformes, par un système automatique de micro-paiements associés aux liens et aux données sur Internet, par une modification du rôle de la Banque centrale européenne et beaucoup d'autres choses. Mais il est, à mon avis, extrêmement important de ne pas laisser cet argument et la recherche des alternatives possibles et culturelles aux capitalistes de la Silicon Valley et aux populistes comme en Italie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà, mais je vous remercie beaucoup pour l'exposé. Donc, c'est le moment de dialoguer, de réfléchir ensemble sur base de vos questions, de vos besoins d'éclaircissement. Je dirais qu'une partie importante dans l'exposé, ça a été quand même de revenir sur des notions historiques liées au travail. Et je pense que c'est difficile de ne pas passer par là si on veut examiner ce qui se passe aujourd'hui dans le capitalisme numérique. Et après, je crois que ce qui a été très important, c'est différencier force de travail et travail. Et je crois que c'est à partir de là que, si on capte bien ça, on mesure ce qui se passe et, de grave avec les évolutions numériques qui se développent. Et ensuite aussi par rapport à ce qui se passe vraiment, et quand on rend visible ce qui était invisibilisé par les plateformes numériques, les nouveaux champs de lutte, ce que ça fait apparaître et ce que ça peut faire avancer comme solution, comme nouveau régime de valeurs, comme nouveau système de valeurs. Et là, il y a un débat qui peut être très riche. Sur cette base-là, quelles sont vos questions, les points que vous voulez éclaircir ? Merci, un grand merci pour votre exposé très, très clair. Par rapport au mythe de l'invisibilisation du travail, vous avez utilisé le verbe cacher, que je comprends comme ayant une intention. Alors je ne sais pas si c'est exactement ça que vous avez voulu dire, ou bien si c'est le travail caché au sens où il peut être également mixé, c'est-à-dire moulu de façon à ce qu'il ne soit plus distinguable de la fonction accomplie par la plateforme. Et alors derrière ça, la force de la plateforme, ce serait de réussir à décomposer le travail ou la force de travail, ça c'est à vous à dire, de telle sorte à ce qu'elle soit intégrable, invisibilisable, et donc à ce qu'on ne puisse plus la distinguer. Et donc ce travail mixé, caché, ça ne peut pas être un travail qui résulte d'un savoir, comme le travail d'un artisan, comme le travail d'un artiste,
comme le travail d'un enseignant. Et donc, j'ai le sentiment que derrière cette très très importante contribution que vous faites au niveau de la mise en évidence de la force de travail, il y aurait peut-être la possibilité d'y ajouter une dimension qualitative sur la nature de ce qui est accompli et sur l'utilisation ou pas de savoir. Dans le cas de ce travail caché, j'ai l'impression que c'est pas d'utilisation de savoir là derrière et qu'il ne peut pas y avoir d'utilisation de savoir, puisque si quelqu'un qui fait la transcription numérique, la transcription numérique d'un texte se met à l'interpréter et à faire un véritable travail de traducteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un savoir et donc qui va être quelqu'un spécialisé, je ne sais pas, dans la musique ou dans l'extraction de pétrole, et donc qui va, peu importe le domaine, mais qui est un vrai traducteur et donc qui va réaliser un vrai travail d'auteur au moment où il réalise cette transcription, ça ne va pas. Ça met en l'air le travail de la plateforme. Donc ça, c'est un petit peu le premier point. Enfin non, le premier point, c'est mixer ou cacher. Le deuxième, c'est place du savoir. Et derrière ça, alors j'arrive à la question du revenu universel de base, dans lequel il me semble qu'il est important de mettre en valeur la possibilité de la constitution de savoir, et pas uniquement le fait de donner un revenu parce que la personne, le travailleur, a décidé de ne plus accepter de vendre sa force de travail sur le marché. Vous en voulez d'autres ou vous répondez déjà Non, mais c'est mieux que je réponde. Oui, je suis d'accord. Je l'entends comme mixé. Plus que mixé que caché, mais c'est très important votre observation sur la qualité du travail, de la force de travail. Il faut distinguer la force de travail en général de la force de travail singulier, le travail vivant subjectif du travail abstrait en général. Il faut les reconnaître, tous les deux, sur deux formes possibles. La première, comme rémunération du travail abstrait réellement accompli, et la seconde manière, évidemment, le travail subjectif développé par un créateur, un artisan, mais aussi un travailleur de clic. Parce que la scannerisation d'un document ou l'acte de reconnaître un chat dans une photo sur Facebook, c'est aussi un travail créatif humain en général. Mais il faut aussi distinguer la rémunération salariale établie par un contrat au micro-contrat digital. Il y a beaucoup de théories sur ce thème-là, de la rémunération du travail en général que nous tous faisons sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques. La théorie de revenus de base électronique, où il y a beaucoup de définitions, cherche de quantifier le travail nécessaire à la machine pour apprendre à être plus intelligent, et cherche à concrétiser ou éclairer le travail qui reste caché, qui reste sous le côté obscur de la plateforme. Et il faut les faire émerger et donner une forme juridique, économique, administrative possible. Ça sont tous des éléments qui sont refoulés
dans la révolution numérique. Et donc, une hypothèse de revenu de base inconditionnée est strictement liée à la valorisation, pas du tout capitaliste, de la force de travail, qui est la source principale du nouveau capitalisme. La spécificité du capitalisme plateforme numérique consiste dans l'extraction directe et immédiate d'un plus-valeur de la force de travail de chacun de nous, sans médiation. C'est ça la révolution. Et donc, il faut élaborer des solutions pratiques et générales et politiques. C'est pour ça que je considère le revenu de base inconditionnel très important pour répondre à cette révolution. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand on parle de revenu universel de base, ce soir, nous organisons à Namur une conférence de Bernard Friot. Je ne sais pas si vous connaissez Bernard Friot. Ah oui, oui. Donc, vous savez ce que je vais dire, qui est, lui, par contre, absolument opposé au revenu universel et qui avance plutôt une conception de salaire à vie. Et le financement ne se fait pas sur un prélèvement du capital, puisqu'il veut en finir avec le capital. Donc, il élabore un autre système de cotisation. Mais la distinction qu'il fait entre revenu et salaire, c'est que revenu, ça nous considère, nous, comme des gens qui ont des besoins, et des besoins liés à un pouvoir d'achat. Donc, on est considéré comme devant alimenter cette dynamique du pouvoir d'achat. Salaire, c'est nous considérer comme producteurs de valeur, et ce qui fait qu'on est rémunéré, non pas pour la valeur d'usage, mais en tant que producteur de valeur, ce que le capitalisme ne nous considère pas comme des individus qui produisons de la valeur. Nous faisons des choses, nous travaillons, nous nous employons, et la valeur d'usage, elle est calculée de manière abstraite et elle aboutit dans des produits. Voilà, je schématise beaucoup avant de vous donner la parole. Je voudrais prolonger la discussion concernant le mythe de l'invisibilisation. De ce que j'ai compris, on a surtout abordé le côté travailleur qui devient invisible. Moi, je pense également que l'invisibilisation, elle est aussi très forte du côté du capitaliste. Si on regarde actuellement sur un job board quelle société engage, en fait, on voit là qu'il y a un excès d'intermédiation et qu'effectivement, on voit beaucoup de sociétés d'intérim qui ne donnent même pas le nom de leurs clients. Et donc là, il y a évidemment un dialogue ou une influence, un rapport de force qui ne sait plus s'exercer. Ouais. Deux choses, Soufio. Je suis né dans un pays pendant les années 70. Il y avait beaucoup de mouvements politiques et sociaux qui théorisaient ce que Friot aujourd'hui a défini salaire à vie, salaire garanti. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est la théorisation d'un salaire séparé de la production capitaliste. Oui, c'est ça. Nous disons la même chose. Mais sur un point, je suis critique. Plus de points sous Friot, mais les salaires évoquent en retour à un rapport de subordination généralisé, idéalement géré par l'État, qui devrait garantir le libre accès au travail capitaliste et la moindre exploitation du travail de la part des capitalistes.
je suis pas très sûr que dans notre société, ça serait possible, au moins que de considérer les années 70 ou 60 comme l'Eldorado de la concertation sociale, mais je crois qu'en Belgique aussi, en France, mais je vis dans un pays où les années 60-70, l'Italie a vécu une véritable guerre civile où le conflit de classe des ouvriers, mais pas seulement des ouvriers, était incroyable, dans extraordinaire intensité conflictuelle et politique. Sous quoi? Sous la mesure du salaire et pour sa séparation de la productivité capitaliste immédiate. Oui, c'est ça. C'est pour cette raison que plus volontiers, je parle d'un revenu de base inconditionnel, d'autodétermination, comme je fais. Oui, absolument. L'invisibilisation, c'est une théorie qui peut expliquer aussi la nature même du capitalisme plateforme, qui consiste dans dans la rémotion du fait que ces plateformes s'imposent comme intermédiaires de soi-même. Et ils abolissent le niveau intermédiaire sur le marché. Et de ce moment, il abolit la distinction entre entreprise et marché. Et troisièmement, il se pose comme entreprise-marché. En anglais, Amazon, par exemple, mais aussi Facebook, pour les réseaux sociaux de condivision, on parle de marketplace. Dans la théorie historique de l'entreprise, c'est une grande innovation parce que, vous savez, il y a une grande différence entre l'entreprise et les marchés. Ce sont deux choses complètement différentes. Mais l'autre grande révolution de cette plateforme consiste dans avoir unifié ces deux opposés. Et donc, ça veut dire que Facebook est le marché de soi-même. Il est l'oligopoliste absolu de la condivision des posts, des images sur son réseau social, comme Amazon, que je trouve une entreprise beaucoup plus intéressante de Facebook ou d'Uber, parce qu'il est très complexe, il est très puissant, il a un grand futur devant soi. Et Amazon deviendra le principal acteur du marché mondial de l'intermédiation et de la vente à demande. Et du travail du clic aussi. Vous nous avez parlé de 3 mythes. Le mot mythe, ça peut vouloir dire un récit illusoire, éloigné de la réalité, qui ne se concrétisera pas. Ça peut vouloir dire aussi une belle histoire qu'on nous a inventée de tout temps pour nous contrôler et nous mener là où quelques-uns voulaient nous mener. Appliquant ça à votre premier mythe, celui de la disparition du travail suite à l'automatisation, à la numérisation, je voulais vous demander si vous considérez que
cette évolution pour laquelle il y a des débats sur la quantité, que ce soit 5% du travail qui disparaîtra d'ici 2050, 10% ou 50% selon certains. En 2022 aussi. Oui, ça c'est un peu rapide peut-être. Oui, oui. Mais là, la question est-ce que c'est pour vous quelque chose de positif ou de négatif? Positif, la disparition du travail. La disparition du travail. Dans notre société actuelle, la disparition du travail, c'est priver du travail salarié en tout cas, c'est priver les gens du revenu et de la reconnaissance sociale qui sont majoritairement accessibles par ce travail. Et donc, la disparition du travail est quelque chose de redoutable et les syndicats et le monde du travail la craignent. Par contre, dans un autre type de société, remplacer le travail mort, les tâches lourdes et emmerdantes, disons-le clairement, par des machines, ça ne peut être que quelque chose de souhaitable. Donc, cette disparition du travail, selon le type de société dans laquelle on vit, pourrait être jugée tout à fait différemment. Et en lien avec ça, je vous pose la question de votre jugement sur la taxe Sismondi. Je suppose que vous connaissez. La taxe Sismondi. Ah, ok. Donc Sismondi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un Suisse du début du 19e siècle qui disait « Quand on remplace un ouvrier par une machine, le gain, la plus-value qui en résulte, ne doit pas être donné au possesseur de la machine, le capitaliste, mais à l'ouvrier qui a perdu son travail. » Et donc, cette idée est reprise aujourd'hui par certains, par Paul Jorion notamment, mais c'est dans une autre société qu'une société capitaliste, évidemment, où la plus-value grâce à l'automatisation ne va pas aux capitalistes, mais aux travailleurs qu'on a libérés finalement de tâches bien lourdes parfois. Oui, je suis d'accord que la société idéale devrait abolir le travail salarié. Mais c'est ça l'image qui rend le capitalisme des plateformes si puissant aujourd'hui. Parce qu'il communique en façon illusoire que nous sommes près de cette abolition de la société salariale. Mais cette abolition correspond à la généralisation de, comme j'ai dit dans l'exposé, de notre mythe, qui est beaucoup plus, à mon avis, dangereux, que nous tous nous sommes entrepreneurs de nous-mêmes. Nous sommes en réalité des travailleurs et travailleuses précaires, des travailleurs et travailleuses pauvres, qui n'ont pas de pouvoir d'achat, de revenus, de salaires suffisants pour nous reproduire. C'est la nouvelle pauvreté qui est l'effet coordonné et direct de ces nouvelles formes de capitalisme hautement financiarisé. Et donc la grande force politique du capitalisme et plateforme vient de l'illusion, si vous voulez, mais bouleversée d'une illusion marxienne qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est ça que je parle de la réalité, de l'invisibilisation du travail qui existe, mais qui n'est pas rémunéré. Oui, il est payé très peu. Oui, la loi Sismondi, j'en avais compris parce qu'en tant qu'italienne, je le prononce Sismondi. Oui, ça serait très, très ingénieux, mais je pourrais répondre
que les travailleurs aussi, dans les usines, mais aussi dans la société, devraient prendre les pouvoirs sous l'automation et diriger à travers la redistribution des connaissances théoriques, scientifiques et pratiques et guider les processus d'automation. Derrière, mon discours n'est pas technophobe. Mon discours est basé sur une autre conception de la technologie et de l'automation en cours. Merci. Merci d'abord, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question qui est un peu liée à ce qui se passe en Italie. Tu viens de parler donc de click workers, de l'invisibilité des travailleurs, et maintenant tu viens de parler de cette illusion, cette mythe de nous tous pouvons être des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Et en Italie, on a assisté, je pense que ça va passer bientôt ailleurs, par contre, la click democracy et à cette invisibilité du politicien de faire et que nous tous pouvons être des politiciens et décider des sorts de notre pays. Et cette click democracy, ça part d'un projet d'une entreprise qui est derrière ces projets, qui est la Casaleggio Associati, qui est une entreprise de digitalisation. Est-ce qu'il y a un véritable, selon toi, un projet beaucoup plus grand derrière une société, donc une société capitaliste, non seulement de transformer donc, à travers la digitalisation, donc changer toutes les règles de la politique aussi, non seulement de l'économie, donc d'avoir un impact bien plus loin. Et donc, au lieu d'être la politique finalement qui change le marché, c'est le marché qui vient changer la politique. Oui, grande question. Je te remercie beaucoup. Oui, les mouvements sans étoiles et les gouvernements qui ont formé dans une façon rocambolesque en juin représentent ce véritable projet politique de transformer à nouveau cette société dans une nouvelle société ultra-capitaliste. Il y a un grand débat en Europe en vue des élections européennes dans quelques mois sur le populisme. Je crois qu'on ne considère pas suffisamment un aspect très important du populisme contemporain, qu'il est aussi un capitalisme digital, capitalisme du numérique. Et la Casaleggio et ce mouvement sans code étoile qui a reçu le 32% des votes en Italie en 2018 représente en manière pure ces conceptions du rêve anarcho-capitaliste qui a été forgé pendant les années 70 et 80 dans les États-Unis et qui des chercheurs ont défini l'idéologie californienne. Cette idéologie a été appliquée à l'idéologie, au discours populiste
qui permettraient l'accès immédiat via les plateformes numériques à la démocratie, à l'abolition de l'intermédiation politique et syndicale, à l'expression immédiate et directe de la volonté singulière et collective du peuple. La plateforme qui a ces mouvements utilise, vous savez comment il s'appelle, Rousseau, parce que ce mouvement théorise à travers les plateformes numériques, le peuple lui-même peut s'exprimer en tant que volonté générale. Donc, je ne veux pas faire un séminaire sur Rousseau en tant que philosophe politique, mais vous comprenez bien que qu'il est le quatrième mythe lié à l'automation. À travers les plateformes du numérique s'exprimerait la volonté générale du peuple. L'Italie, aujourd'hui, comme j'ai dit brièvement dans mon exposé, est un pays très intéressant pour une autre raison, parce que le gouvernement a formulé une hypothèse de revenu de citoyenneté qui est l'opposé de celui que j'ai théorisé ici, qui est lié à une hypothèse de travail forcé, gratuite, qui mobilise des milliards d'euros pour les entreprises qui embauchent les pauvres, les absolus, qui vivent qui ont des revenus très bas, très modestes. Et l'autre fondamentale caractéristique de ce populisme capitaliste, de ces formes populistes de capitalisme des plateformes au pouvoir en Italie, ce que de prendre des conseils et des pratiques liées à une libération possible, comme par exemple le revenu de base ou de citoyenneté. Il y a beaucoup de définitions. Et de le renverser concrètement, matériellement, dans une hypothèse d'exploitation par l'État ou le gouvernement et l'entreprise. C'est une caractéristique fondamentale de la politique contemporaine qui est basée exactement sur une lecture complètement acritique de l'évolution du capitalisme et plateforme. Encore une question ? Donc, c'est vrai que votre énoncé était clair, mais aussi dense. Donc, j'essaie de vous suivre sur le chemin de votre pensée et de ramener ça à des préoccupations qui sont les miennes dans mon travail. Pour vous, dans quelles conditions l'utilisation des technologies numériques comme moyen ou comme outil du travail, par exemple dans le secteur culturel ou la création artistique, peuvent être des vecteurs de créativité humaine au sens plein et d'émancipation? Donc, au-delà de... donc là, je ne me limite pas au capitalisme de plateforme, quoi. Je peux réfléchir beaucoup sur cet aspect. On pourrait hypothéser un usage mutualistique de ces plateformes-là. Il y a beaucoup de
tentative de construire des réseaux coopératifs, mutualistiques entre les artistes aussi, mais pas seulement entre les artistes et les travailleurs culturels en général, qui pourraient fonctionner comme une banque de temps, par exemple. Je te donne en quantité de temps, tu me donnes des autres temps. Et on pourrait imaginer une utilisation de plateformes coopératives et mutualistiques dans le travail des artistes culturels en général. En faisant rencontrer les travailleurs entre eux sur la plateforme qui serait garantie par la création qui serait garantie du fonds solidaire et mutuel de la plateforme même. Il y a beaucoup de sociétés en Angleterre, mais aussi en Europe, qui font ce travail-là, mais qui prennent des travailleurs des revenus. Les travailleurs payent les plateformes pour se rencontrer, pour échanger des relations, des contacts, des travaux. Et il faudrait par contre imaginer un fonctionnement de ces plateformes sur une base complètement opposée, différente. J'imagine qu'il y a beaucoup de tentatives de réaliser ces coopératives en ligne, ces plateformes coopérativisme, quelqu'un l'a défini pour créer un autre système de gestion et d'autogouvernement des travailleurs. Voilà, c'est effectivement une question très vaste. Une partie des réponses, c'est l'objectif du cycle ici, où on fait venir des conférenciers, des conférencières. Et il faut aussi savoir que dans les associations qui organisent le cycle, il y a aussi des réunions de travail entre nous où on essaye d'analyser ce qu'on a entendu et d'essayer de réfléchir sur comment on peut, nous, utiliser le numérique différemment et comment on peut faire dans la société aussi, sur le rôle d'éducation permanente, une information sur le numérique, voilà, qui va vers plus de citoyenneté dans les pratiques numériques au quotidien. Je crois que c'est un grand effort de parler en français. Ça va. Une durée déjà ça m'amuse, assez longue. Ça m'intéresse. Finalement, je parle en français. Donc le prochain rendez-vous, c'est le 19 février avec Giuseppe Longo. Et vous avez cité Antonio Casilli qui terminera notre cycle en juin. Je pense que vous connaissez. Voilà, merci beaucoup. Quand votre livre va-t-il être traduit? Ah, je ne sais pas. Vous lisez l'italien? Non. Il faut chercher une plateforme qui peut traduire. Oui, merci beaucoup.